Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous en sommes aujourd'hui à l'examen des droits linguistiques. Ça fait partie évidemment de notre analyse des droits et libertés de la personne. Les droits linguistiques sont évidemment une catégorie de droits et de libertés qui ont quand même une connotation spéciale, qui ont quand même une nature spéciale, vous allez voir. Je vais en parler dans un instant. Cette question des droits linguistiques, nous allons d'abord l'aborder en fonction du cadre constitutionnel. C'est-à-dire que nous allons d'abord, ça va être notre première partie, nous allons d'abord donc nous concentrer sur le cadre constitutionnel propre aux droits linguistiques. Ou si vous préférez, nous allons nous concentrer sur le cadre propre aux droits linguistiques de nature constitutionnelle. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons examiner le cadre législatif propre aux droits linguistiques. Donc, nous allons examiner le cadre des droits linguistiques de nature législative. Et puis, dans un troisième point, dans une troisième partie, nous allons examiner la jurisprudence qui faisait partie des lectures préalables par rapport au cours numéro 11. Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer dès maintenant avec l'examen du cadre constitutionnel propre aux droits linguistiques. Et d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Constitution canadienne, et là je parle plus particulièrement du partage des compétences législatives entre les deux ordres de gouvernement, mais donc la Constitution canadienne n'attribue pas ni à l'ordre provincial du gouvernement, ni à l'ordre fédéral du gouvernement, la compétence de légiférer à l'égard des droits et libertés. En d'autres mots, aucun des deux ordres de gouvernement ne peut prétendre avoir, en matière de droits et libertés, une compétence exclusive et unique. Et chaque ordre de gouvernement peut légiférer en matière de droits et libertés. Il n'y a donc pas dans la Constitution canadienne, il n'y a donc pas dans la Constitution canadienne de compétences assignées relativement aux droits et libertés. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on permet, évidemment, aux législatures provinciales de légiférer en matière de droits et de libertés, et on permet également à l'ordre fédéral du gouvernement de légiférer par rapport au même sujet, et on essaie de rattacher la législation à des compétences provinciales principales, confirmée et consacrée par la loi constitutionnelle de 1867, de la même façon qu'on cherche à rattacher du côté fédéral, de la même façon que l'on cherche à rattacher donc les lois en matière de droits et libertés ou les dispositions en matière de droits et libertés à des compétences fédérales principales. Donc, je répète qu'il n'y a pas de compétences assignées en matière de droits et libertés de la personne et que chaque ordre de gouvernement a par conséquent la possibilité de légiférer en la matière dans la mesure où il respecte évidemment son champ de compétences constitutionnelles. Alors, c'est un petit peu comme si la jurisprudence avait abordé les droits et libertés comme étant finalement des sujets accessoires aux autres compétences attribuées au fédéral ou au provincial. En d'autres mots, c'est un petit peu comme si la jurisprudence avait considéré que la compétence relative aux langues était accessoire aux autres compétences fédérales et provinciales. Dans certains cas,
en matière de langue de l'affichage commercial. À titre d'exemple, la Cour suprême du Canada a donc permis au Québec de légiférer en la matière en vertu de sa compétence sur les affaires locales. Hein. En fin de compte, 92, paragraphe 16 de la loi constitutionnelle de 1867. Dans d'autres cas, on a permis au Parlement du Canada de légiférer en matière de langue en lien avec sa compétence sur les pouvoirs résiduaires, hein, puisque la Constitution est silencieuse par rapport aux droits et libertés, par rapport à la capacité de légiférer en matière de droits et libertés. On a également appliqué pour justifier des lois fédérales portant sur les droits et libertés. On a également appliqué l'article 101, qui est l'article qui permet au Parlement du Canada de créer une cour de dernier ressort, une cour d'appel de dernier ressort pour le pays, et également des tribunaux additionnels pour la bonne administration des lois du Canada. Et puis, par ailleurs, on a aussi relié des dispositions en matière de droits et libertés dans un contexte criminel. On a aussi relié ces dispositions à la compétence fédérale sur la loi criminelle et la procédure criminelle, bien sûr. La procédure en matière criminelle qui est prévue à 91, paragraphe 27 de la loi constitutionnelle de 1867. Et puis, maintenant que j'ai apporté ces précisions générales, il y a lieu de voir quelles sont les dispositions constitutionnelles portant expressément sur les droits linguistiques. Et je veux d'abord attirer votre attention sur l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Alors, l'article 133 est une disposition qui prévoit qu'il peut être fait usage de l'anglais ou du français devant les tribunaux du Québec et du Canada. Ici, comprenons que c'est l'ordre fédéral de gouvernement. L'article 133 prévoit également que les lois du Parlement du Canada et les lois de l'Assemblée nationale du Québec, les lois de la législature québécoise, doivent être bilingues, donc doivent être bilingues anglais et français. Donc, ces lois-là doivent avoir finalement deux versions, une version française et une version anglaise, et doivent avoir la même autorité dans les deux versions. Et l'article 133 prévoit également il devrait être fait il devrait être fait usage, de l'anglais et du français en ce qui concerne les procès-verbaux, les archives et les journaux respectifs de la Chambre des communes et du Sénat et de la Chambre de la législature de Québec. Alors, on prévoit que l'anglais et le français vont pouvoir être utilisés dans les débats dans la Chambre des communes, dans les débats dans le Sénat et également dans les débats à la législature québécoise.
Ben là, évidemment, c'est un choix. Quand l'orateur ou l'oratrice, la personne qui parle, aura le choix entre le français ou l'anglais. Devant les tribunaux du Québec et du fédéral, il peut être fait usage de l'anglais ou du français. Là encore, c'est ce qu'on appelle un bilinguisme optionnel. Évidemment, on a le choix. On utilise l'anglais ou on utilise le français. Les procès-verbaux, les journaux et les archives des chambres du Parlement canadien et de la législature québécoise vont devoir être en anglais et en français. Là, c'est un bilinguisme obligatoire et également les lois fédérales et les lois québécoises vont devoir être en anglais et en français. Là aussi, c'est un bilinguisme obligatoire. Alors, en d'autres termes, quand on parle de la langue des débats à la Chambre des communes, au Sénat ou à la Chambre de la législature québécoise, bien là, évidemment, c'est la personne qui parle qui choisit l'anglais ou le français. C'est pour ça qu'on parle d'un bilinguisme facultatif. Lorsqu'on parle également de la langue des tribunaux, on permet à la partie qui soumet une procédure ou qui fait des représentations devant le tribunal, et on permet également aux juges de choisir l'anglais ou le français. Là encore, c'est un bilinguisme facultatif. Mais lorsque, finalement, on en arrive aux lois, les lois du Parlement du Canada et les lois québécoises, elles doivent impérativement être dans les deux langues, être adoptées et publiées dans les deux langues. Ça, c'est impératif. Et donc là, on parle à ce moment-là d'un bilinguisme obligatoire en soi, et également en ce qui concerne les procès-verbaux, les journaux et également les archives du Parlement du Canada et de la législature québécoise. Là encore, on va exiger que ce soit fait dans les deux langues. Et donc, là encore, on parle d'un bilinguisme obligatoire. Alors, l'article 133, comme tel, pour le résumer, là, porte sur la langue des lois, la langue des journaux, des archives et des procès-verbaux des chambres, porte sur la langue des tribunaux, également, et porte sur la langue des débats devant les chambres du Parlement. Et il y a, selon les circonstances, il y a des exigences de bilinguisme obligatoire, comme il y a des dispositions qui prévoient un bilinguisme optionnel, un bilinguisme facultatif. Alors, c'est un peu le résumé que je peux faire, le meilleur résumé que je puisse faire de l'article 133. Peut-être devrais-je tout simplement le citer, l'article 133. Alors, 133 dit ceci. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise dans les débats sera facultatif, mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire, et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage à faculté de l'un ou de l'une, ou de l'autre de ces langues. Les lois du Parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. Alors, vous avez là une forme limitée
de bilinguisme, mais une forme néanmoins appréciable de bilinguisme applicable dans l'ordre fédéral de gouvernement et au Québec. La Cour suprême du Canada a eu, dans le passé, l'occasion de dire que l'article 133 résultait d'un compromis historique entre, finalement, l'ordre fédéral, le gouvernement, qui était à naître à ce moment-là, que l'on voulait créer, et également le Québec. Mais il faut tenir compte de deux choses. D'abord, assez étonnamment, et de façon aussi assez déplorable, je dois dire, l'article 133 ne s'applique qu'au Québec parmi les provinces canadiennes. Il n'était pourtant pas le Québec la seule province fondatrice du Canada. Il y en avait 3 autres. Et par la suite, se sont ajoutées d'autres provinces pour former finalement ce pays composé de 10 provinces que nous avons aujourd'hui. Alors, donc, finalement, il y a eu un compromis, mais un compromis très asymétrique. Un compromis très injuste, par ailleurs, devrais-je dire, entre le bilinguisme dans l'ordre fédéral du gouvernement et le bilinguisme au Québec. Encore une fois, sans que ce bilinguisme-là ne s'applique également aux autres provinces canadiennes. Ça, c'est le premier point. Par rapport au caractère tordu, si je puis dire, du compromis qui a donné naissance à l'article 133. Et puis, nous avons également à noter que le compromis dont on parle n'était de toute façon pas un compromis entre des groupes ayant une force égale. Vous aviez les francophones catholiques qui étaient nettement minoritaires par rapport aux anglophones protestants, et vous n'aviez pas un rapport de force égale là, entre ces groupes sociaux-là. Vous aviez un groupe dominant, les anglo-protestants, et vous aviez un groupe finalement minoritaire et plus faible, qui étaient les franco-catholiques. En quelque sorte. Alors, donc, oui, il y a eu un compromis. Sortons nos violons. Il y a eu un grand compromis historique. Mais attention, le compromis, ai-je dit précédemment, en était un fondé sur l'asymétrie. En était un qui était relativement injuste en ce que seul le Québec comme province canadienne était visé par l'article 133. Et par ailleurs, ce n'était pas un compromis entre des groupes ayant la même capacité de négociation, le même pouvoir de négociation. C'était un compromis entre des groupes qui, dans les faits, étaient franchement très inégaux. Un groupe franco-catholique étant inférieur à l'autre, anglo-protestant. Alors voilà pour l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Et l'article 133, jusqu'à présent, fait l'objet d'une drôle d'interprétation de la part de la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada a dit que finalement, eh bien, il appartient, lorsqu'on parle de langue des tribunaux, il appartient au juge de, finalement, choisir lui aussi la langue qu'il veut utiliser. En d'autres mots, les parties ont la possibilité de choisir l'anglais ou le français, mais le juge a également la possibilité de choisir l'anglais ou le français. Vous pourriez très bien avoir une cause
devant un juge une cause en anglais, plaidée en anglais, avec des témoins anglophones, avec des parties anglophones, ou du moins avec des témoins et des parties qui choisissent de parler l'anglais, et le juge qui décide, lui, qui va parler français et qui va rendre son jugement en français. Et l'article 133 n'implique pas le droit d'être compris par le juge. En d'autres mots, vous avez le choix entre comme partie ou comme témoin, vous avez le choix entre l'anglais ou le français, mais ça ne vous donne pas le droit d'être compris par le juge. Ce droit-là découle plutôt des règles de la justice naturelle, et à ce moment-là, on a recours à des interprètes, figurez-vous. Alors, ça veut dire que pour que le juge comprenne la cause, et que les parties comprennent la cause, et le juge, et tout ça, et que tout le monde se comprenne, ben, en vertu des règles de la justice naturelle, on fait affaire avec des interprètes, mais ça ne découle pas cela de l'interprétation de l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. En 1870, lorsqu'a été créé le Manitoba a été créé par une loi, sa loi constitutive, qui est la loi de 1870 sur le Manitoba. Et dans la loi constitutive du Manitoba, on a mis une disposition que vous avez dans le recueil, qui est l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba. On a mis une disposition qui, dans le fond, reprend pour le Manitoba les termes de l'article 133 dans le cas du Québec et de l'ordre fédéral de gouvernement. Alors, en d'autres mots, au moment de la création du Manitoba, comme il y avait beaucoup de francophones à ce moment-là, on a mis dans la loi constitutive de cette province-là une disposition semblable à l'article 133 de la loi de 1867. C'est l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba. Et la Cour suprême du Canada a reconnu que l'article 23 de la loi sur le Manitoba devait se voir donner la même interprétation que l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Et puis, cela nous amène par la suite aux articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. Alors, les articles 16 à 23 sont des dispositions qui concernent d'abord les droits linguistiques en général. Alors, donc, en soi, donc, vous avez les articles 16 à 22 qui portent le titre Langues officielles du Canada, et vous avez l'article 23 qui porte le titre Droit à l'instruction dans la langue de la minorité. Mais on peut dire que les articles 16 à 23 constituent des droits linguistiques et ces dispositions-là sont fort intéressantes. Je vous encourage à les lire, mais d'abord, l'article 16.1 nous dit ceci. Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada. Ils ont un statut et des droits ou privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
Alors là, comprenez ici que l'anglais et le français sont consacrés langues officielles de l'ordre fédéral de gouvernement. Quand on parle de Canada ici, on parle de l'ordre fédéral de gouvernement. On ne parle pas des provinces en soi. Alors, 16.1 énonce le principe, finalement, de l'égalité des langues officielles du Canada, c'est-à-dire l'anglais et le français. Et 16 paragraphe 1 n'est pas qu'une déclaration de principe, ce n'est pas qu'une déclaration politique, ça peut également comporter des obligations légales, des obligations constitutionnelles pour l'État. Si nous regardons maintenant 17 paragraphe 1, nous allons voir que dans cette disposition, eh bien, on permet d'employer l'anglais ou le français dans les débats de, finalement, la Chambre des communes ou dans le débat du Sénat. Alors, c'est, encore une fois, un bilinguisme facultatif, mais c'est le droit d'utiliser l'anglais ou le français dans les débats et dans les travaux, finalement, du Parlement du Canada. Si nous regardons maintenant si nous regardons maintenant 18, paragraphe 1, nous allons voir que les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la législature du Parlement du Canada, doivent être imprimés et publiés en français et en anglais. Alors donc, vous avez là une obligation de bilinguisme. C'est une forme de bilinguisme obligatoire. Si nous regardons 19 paragraphe 1, on voit que chacun a droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Alors ça, c'est finalement comment dirais-je, donc, c'est le bilinguisme optionnel devant les tribunaux fédéraux. C'est ça qui est prévu par l'article 19.1. Et 20.1 nous dit que le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions, là où, selon le cas, l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante et l'emploi du français ou de l'anglais et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau. Alors, c'est quoi ça? C'est le droit, finalement, qu'ont les individus de communiquer avec les institutions fédérales sous les réserves mentionnées à l'article 20, paragraphe 1, mais donc le droit de communiquer avec les institutions fédérales en anglais ou en français et de recevoir en anglais ou en français les services de la part de ces institutions. Je vous dirai que 17.1, 18.1 et 19.1 ne font que reprendre dans la Charte canadienne des droits et libertés les dispositions de l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 dans la mesure où elles sont applicables à l'ordre fédéral de gouvernement. Mais le paragraphe 21, lui, ajoute à 133 avec ce droit-là qui est prévu de communiquer avec les institutions fédérales en anglais ou en français
et de recevoir les services, finalement, de ces institutions en anglais ou en français. Figurez-vous que le même régime linguistique a été appliqué au Nouveau-Brunswick en 1982 par les articles 16.2 à 22 de la loi constitutionnelle de 1982. C'est-à-dire que les mêmes mesures que celles applicables au fédéral, sauf quelques nuances sur lesquelles je n'ai pas l'intention d'insister, mais les mêmes mesures, donc, qui ont été appliquées au fédéral, sont applicables au Nouveau-Brunswick en vertu de 16 paragraphe 2 à 20 paragraphe 2. C'est-à-dire que l'anglais et le français sont langues officielles du Nouveau-Brunswick. L'anglais et le français peut être utilisé dans les débats de la législature néo-brunswickoise. Ça veut dire que l'anglais et le français peut être utilisé devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick. Ça veut dire que l'anglais et le français doivent être utilisés dans les lois, les journaux, les archives, les procès-verbaux, de la législature néo-brunswickoise. Et ça veut dire que la population du Nouveau-Brunswick a la possibilité de s'adresser en français ou en anglais aux institutions de la province du Nouveau-Brunswick et d'obtenir des services de leur part en anglais ou en français. Alors, donc, on a appliqué le même régime linguistique que celui applicable au fédéral, on l'a appliqué au Nouveau-Brunswick, et on a même ajouté une disposition, mais ça, c'est pas en 1982, c'est, si ma mémoire est bonne, en 1983, non, c'est en 1993, on a même ajouté une mesure qui est l'article 16.1. L'article 16.1 qui dit ceci: la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distincts et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe 1 est confirmé. Alors, donc, on a ajouté une disposition tout à fait spéciale pour le Nouveau-Brunswick, l'article 16.1, qui concerne l'égalité des communautés linguistiques françaises et anglaises du Nouveau-Brunswick. Alors, voilà pour les articles 16 à 20. Je m'en voudrais de passer sous silence le paragraphe 3 de l'article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui nous dit ceci, qui nous dit que la présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais. En d'autres mots, la Charte n'a pas pour effet de limiter le pouvoir, la capacité des différents parlements fédéraux et provinciaux de promouvoir l'égalité des langues officielles du Canada, leur égalité de statut et leur égalité d'usage.
Alors, ça veut dire que les législatures provinciales et le Parlement du Canada sont invités à aller plus loin encore que ce que la Charte dit, sont invités à aller plus loin encore que ce que la Charte contient. Mais maintenant, s'ils vont plus loin par des lois, ces lois-là n'ont pas pour autant un caractère constitutionnel. Il n'y a pas d'enchâssement constitutionnel par le seul biais de l'article 16, paragraphe 3. Il n'y a pas d'enchâssement constitutionnel de loi fédérale ou de loi provinciale qui irait donc au-delà de ce qui est requis constitutionnellement pour favoriser l'égalité de statut ou d'usage de l'anglais ou du français. Alors, et il n'y a pas d'enchâssement constitutionnel, il n'y a pas ce que l'on appelle par ailleurs d'encliquetage. Alors, l'encliquetage, finalement, c'est lié à un petit appareil, ça. C'est l'appareil qui s'oppose à la rétrogradation de la roue d'un mécanisme dont la rotation ne doit s'effectuer que dans un sens. En d'autres mots, vous avez une roue et puis vous avez une petite palette sur le dessus. Alors la roue est censée tourner dans un sens. Mais elle ne peut pas reculer parce que la palette finalement empêche le recul de la roue. C'est ce qu'on appelle l'encliquetage. Bon, c'est un mécanisme. Et en soi, ici, on dit qu'il n'y a pas d'encliquetage à 16 paragraphe 3, c'est-à-dire que si une province ajoute des droits par loi à ce que la Constitution l'oblige de faire, finalement, ces droits-là ne sont pas enchâssés dans la Constitution et il n'y aura pas encliquetage de ces droits. Ces droits-là pourront être retirés par la province par simple loi, comme elle le souhaite et quand elle le souhaite par ailleurs. Un mot maintenant sur les articles 21 et 22. Les articles 21 et 22 sont des dispositions qui, finalement, sont des dispositions interprétatives, c'est-à-dire que à l'article 21, on dit les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus au terme d'une autre disposition de la Constitution du Canada. Et l'article 22 nous dit les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume des langues autres que le français ou l'anglais. Alors, donc, 22 concerne les langues autres que l'anglais ou le français, et l'article 21 concerne finalement les autres dispositions constitutionnelles qui portent sur les droits linguistiques relativement à l'anglais et au français. Et donc, évidemment, ce qu'on a en tête ici, c'est l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 et l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba. Alors, dans les deux cas, la charte ne doit pas être interprétée comme portant ombrage à ces dispositions-là ou comme limitant finalement ces dispositions-là.
Alors, toujours par rapport au cadre constitutionnel lié au droit linguistique, il y a lieu de dire un mot maintenant sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est une disposition très importante qui prévoit ceci, et on va la décortiquer, cette disposition-là. Alors, on nous dit ceci à l'article 23, paragraphe 1. Les citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, qui ont reçu leur instruction au niveau primaire en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants au niveau primaire et secondaire dans cette langue. Alors, l'article 23 est un article plein de nuances. Évidemment, bon, comme son titre l'indique, c'est un article qui s'applique par rapport à l'instruction dans la langue officielle de la minorité dans une province. Donc, l'instruction en anglais au Québec, l'instruction en français ailleurs au Canada. Finalement, cette mesure-là, eh bien, elle s'adresse d'abord, si vous regardez 23.1a, ça s'adresse d'abord aux citoyens canadiens. Et ce qui est très important de noter, c'est que 23.1a ne s'applique pas au Québec en vertu de l'article 59 de la loi constitutionnelle de 1982. En effet, l'article 59 nous dit ceci: l'alinéa 23.1a entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le Grand Sceau du Canada. La proclamation visée au paragraphe 1 ne peut être prise qu'après autorisation de l'Assemblée législative ou du gouvernement du Québec, et le présent article peut être abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 23.1a pour le Québec, et la présente loi faire l'objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le Grand Sceau du Canada. Alors, en d'autres mots, 23.1a ne s'applique pas au Québec pour le moment, et ça s'appliquera au Québec lorsque le Québec le souhaitera, lorsque le Québec le demandera. Mais donc, 23.1a s'applique, je le répète, aux citoyens canadiens, c'est un droit qui est conféré aux citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est le français, parce que cette disposition-là ne s'applique que dans les autres provinces canadiennes, autres que le Québec. Et ces citoyens canadiens-là, donc, vont avoir la possibilité d'envoyer leurs enfants au niveau primaire ou secondaire dans cette langue, en français, donc, en soi, dans le cas qui nous occupe. 23.1b s'adresse également aux citoyens canadiens. Et 23.1b parle des citoyens canadiens qui ont reçu leur instruction au niveau primaire en français ou en anglais au Canada
et qui résidaient dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province. Alors, prenons le cas des anglophones au Québec. Les anglophones au Québec vont avoir le droit d'envoyer leurs enfants à l'école primaire ou secondaire en anglais si les parents ont reçu leur instruction en anglais au Canada au niveau primaire. Alors, ça veut dire que finalement, si les parents ont reçu leur instruction primaire en anglais au Canada, ils vont avoir la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise au Québec, au niveau primaire et secondaire. Et puis, finalement, le paragraphe 2 de l'article 23 nous dit « Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants au niveau primaire et secondaire dans la langue de cette instruction. » Alors, en d'autres mots, si vous avez un enfant qui a reçu son instruction au primaire ou au secondaire en anglais au Canada, vous allez avoir le droit d'envoyer tous vos enfants à l'école anglaise au Québec. À l'inverse, si vous avez un enfant qui a reçu son instruction au niveau primaire ou secondaire au Canada en français, vous allez avoir le droit d'envoyer tous vos enfants à l'école primaire ou secondaire en français dans les provinces autres que le Québec. Et l'article 23 continue en disant le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 1 et 2 de faire instruire leurs enfants au niveau primaire et secondaire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province, s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation sur les fonds publics de l'instruction dans la langue de la minorité, et comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics. Alors, ça veut dire que, finalement, on a le droit, en vertu de l'article 23, on a le droit que l'instruction soit financée par les fonds publics, et on a également le droit à des établissements d'enseignement de la minorité linguistique qui soient financés sur les fonds publics. Il y a également un droit de gestion et de contrôle par la minorité linguistique, droit de gestion et de contrôle dont le contenu est variable, mais qui découle tacitement du libellé de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, toujours par rapport à l'article 23, je voulais mentionner, revenir en fait sur 23, paragraphe 3, où on dit le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 1 et 2 de faire instruire leurs enfants au niveau primaire et secondaire dans la langue de la minorité linguistique ou de la minorité francophone, ou anglophone d'une province, s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit
est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation sur les fonds publics de l'instruction dans la langue de la minorité. Alors, ce dont on parle, c'est d'une instruction financée par les fonds publics, et on dit, écoutez, ça va exister, le droit là, mentionné à l'article 23, paragraphe 1 et 23, paragraphe 2, va exister partout là où le nombre d'enfants va le justifier. Et ça pose un problème pour les francophones, hein? Parce que dans les provinces dites anglaises, toutes les provinces sauf le Québec, les francophones sont en perte de vitesse sur le plan démographique et il est tout à fait possible que dans certains milieux, les francophones n'aient pas un nombre d'enfants susceptibles de revendiquer leur instruction dans la langue de la minorité, n'est pas un nombre d'enfants suffisant. Alors, on ajoute le critère là où le nombre le justifie, ici, n'est-ce pas? On dit là où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant, eh bien, dans certaines communautés francophones, on a à peine le nombre suffisant d'enfants pour exercer le droit prévu à l'article 23, et peut-être que dans quelques années, on ne l'aura plus. Bon, alors donc, ça pose un problème par rapport aux francophones au Canada. Là encore, c'est une asymétrie qui est en quelque sorte déplorable, si je puis dire, parce que les francophones risquent d'être privés du bénéfice de l'article 23 bien avant les anglophones du Québec, là. Bien avant les anglophones du Québec, qui eux sont quand même nombreux et vont toujours avoir un nombre suffisant d'enfants pour revendiquer le bénéfice de l'article 23. Et puis, je mentionnais qu'à la lumière de 23.3b, je mentionnais que cette disposition-là a été interprétée comme comprenant le droit à des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics, et que ça va plus loin que ça, dans le fond. On a reconnu, la Cour suprême du Canada a reconnu un droit de contrôle scolaire et de gestion scolaire aux minorités linguistiques en vertu de cette disposition. Et ça peut prendre plusieurs formes, ce droit-là à la gestion scolaire et au contrôle scolaire. À titre d'exemple, ça peut comprendre la représentation de la minorité linguistique au sein des conseils scolaires existants, une représentation proportionnelle des communautés linguistiques au sein des conseils scolaires existants. Ça peut également vouloir dire que l'on accorde aux communautés linguistiques minoritaires le pouvoir exclusif de prendre des décisions concernant l'instruction dans leur langue et concernant également les établissements où elle est offerte. Ça peut vouloir dire, finalement, que les communautés minoritaires vont avoir droit à des établissements d'instruction, d'éducation, qui leur seront propres et qu'ils vont pouvoir décider où ces établissements d'enseignement-là vont être. Ça peut vouloir dire également la participation des minorités linguistiques à l'élaboration du programme d'instruction et à l'enseignement. Ça peut même vouloir dire, à la limite, la création, pour la minorité linguistique, la création d'un conseil scolaire indépendant. Alors, toujours est-il que, comme je l'ai dit précédemment, l'article 23, 3b, le droit de gestion et de contrôle a un contenu variable, finalement, mais dans le sens où on peut tantôt dire qu'on va permettre la participation de la minorité linguistique
à l'élaboration du programme d'instruction et à l'enseignement, mais ça peut aussi, à l'opposé, vouloir dire qu'on va permettre à cette minorité linguistique d'avoir un conseil scolaire indépendant. Ça varie beaucoup selon le nombre d'enfants, justement, qui sont en mesure de bénéficier finalement, des droits découlant de l'article 23. Voilà pour l'article 23. J'ai l'intention d'y revenir un peu plus tard, probablement à l'occasion de mon cours synchrone. Et toujours par rapport au cadre constitutionnel lié au droit linguistique, eh bien, je voulais aborder un certain nombre de petits sujets en vrac, des sujets divers, en quelque sorte, qui me permettent de bien terminer cette vidéo. Alors, le premier sujet dont je voulais parler, c'est de ne pas oublier que dans le renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada a identifié la protection des minorités comme étant un principe constitutionnel sous-jacent. Et la protection des minorités inclut très certainement les minorités linguistiques. Alors, c'est un principe constitutionnel implicite, un principe constitutionnel sous-jacent dans notre droit constitutionnel canadien. Il est encore difficile de donner du contenu, finalement, à ce principe constitutionnel sous-jacent. Néanmoins, comme vous le savez, les principes sous-jacents ne peuvent pas servir à invalider des lois, et c'est ce qu'a dit la Cour suprême du Canada dans son récent arrêt Toronto contre Ontario. Et également, les principes sous-jacents, finalement, ne doivent pas devenir un moyen pour les tribunaux d'usurper la fonction du constituant. En d'autres mots, les tribunaux ne doivent pas se servir des principes sous-jacents pour créer des droits constitutionnels nouveaux. Ça, on le sait, mais il n'en reste pas moins que le principe de la protection des minorités va faire l'objet d'une interprétation de plus en plus évolutive au fur et à mesure que les années vont passer, et on ne sait pas ce que ce principe-là va nous réserver dans l'avenir. Autre précision, les droits linguistiques ne sont pas couverts par le pouvoir dérogatoire de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, l'article 33 s'applique, comme vous le savez, aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte, et les articles 16 à 23 de la Charte n'en font pas partie, et donc ils ne sont pas couverts par la disposition dérogatoire. Alors ça, c'est quand même une précision importante. Également, nous ne savons pas dans l'avenir quelle reconnaissance constitutionnelle auront les langues autochtones. Pour le moment, on parle de 2 langues officielles au Canada, l'anglais et le français, mais peut-être qu'éventuellement, il y a des langues autochtones qui deviendront elles aussi officielles. Ça reste à voir. Et bien entendu, quand on regarde la question des droits linguistiques, eh bien, il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de mesures, d'un certain nombre de dispositions qui ne sont pas des droits linguistiques à proprement parler, mais qui peuvent néanmoins avoir un effet sur les droits linguistiques ou, à tout événement, avoir un effet en matière linguistique. Et là, je pense notamment à l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnaît la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression, évidemment, peut avoir une connotation linguistique. Et donc, vous avez là une disposition accessoire, en quelque sorte, qui a un potentiel d'impact sur
les droits linguistiques et sur la langue en tant que sujet. On peut en dire autant par rapport à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui consacre le droit à l'égalité, le droit à la non-discrimination. Alors, à l'article 15, je vous ferai remarquer que finalement, on mentionne un certain nombre de motifs de discrimination prohibés. Alors, on parle de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. On ne parle pas de la langue, mais l'article 15, on le sait, ne contient pas une liste exhaustive des motifs de discrimination prohibés. Et il est tout à fait possible d'ajouter à la liste de l'article 15 des motifs de discrimination qui sont analogues à ceux qui y figurent en ce moment. Alors, donc, quel impact l'article 15 aura-t-il sur les cas de discrimination en matière de langue? Ça également, ça reste à voir. Et puis, il y a l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés qui dit ceci. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète. Alors, ça s'applique à n'importe quelle langue, hein? Pas seulement qu'à l'anglais et au français, c'est le droit à l'interprète pour la partie ou le témoin qui ne peut pas suivre les procédures, notamment parce qu'il ne parle pas et ne comprend pas la langue qui y est employée. Alors, donc, évidemment, cet article 14-là est susceptible d'avoir un impact en matière de langue, ça va de soi. Également, il y a l'alinéa 11D de la Charte canadienne des droits et libertés qui dit que tout inculpé a le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable. Alors, c'est l'équité procédurale qu'on y retrouve ici. Alors, en vertu de l'équité procédurale, évidemment, il est toujours possible que cela ait l'équité procédurale, dis-je, il est toujours possible qu'elle ait une connotation linguistique, et il en est de même pour l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnaît que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Eh bien là encore, les principes de justice fondamentale peuvent avoir une connotation, peuvent avoir un impact en matière linguistique. Alors, voilà pour, finalement, les aspects constitutionnels des droits linguistiques. Dans la prochaine vidéo, je parlerai, quoique brièvement, du cadre législatif des droits linguistiques au Canada. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée.